Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio FMR du Viol, saison 2, épisode 3. On enregistre comme les autres semaines directement dans le marché du Viol, dans le Transistrock de Transistrock Media. Et on est aujourd'hui le 15 août 2019. Bon 15 août à tous nos frères et sœurs de la péninsule acadienne qui nous écoutent, bien sûr. Réveil, comme qu'ils disent. Réveil. Aujourd'hui, on s'intéresse aux luttes, les petites, les grandes, les physiques et les politiques. Aujourd'hui, on parle de lutte et d'engagement citoyen avec Steven Boivin. On reçoit deux personnes qui ont choisi de sauter dans l'arène politique, la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, et le conseiller municipal du district Hull-Wright, M. Cédric Tessier. Plus tard dans l'émission, notre recherchiste Camille Boutin nous raconte une toute nouvelle première fois vécue en Outaouais et notre réalisateur du jour, Julien Morissette, vient nous dire ce que le public pense des feux d'artifice. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer en vous parlant d'un sujet auquel je réfléchis beaucoup, un sujet qui a un impact non négligeable sur les décisions que je prends dans ma vie. Non, je ne veux pas vous parler d'environnement. Je suis beaucoup trop occupée à m'enfoncer la tête dans le sable pour en parler. Puis je ne veux pas non plus vous parler d'argent, de job ou de fitness. Je veux vous parler, je vous le donne en mille, de karaoké. Un sujet sur lequel j'ai dû réfléchir et me positionner. À un moment donné, il a bien fallu que je me pose la question, j'aime-tu ça, le karaoké, moins? Parce que le karaoké est partout. Depuis que je suis en âge de sortir dans les bars, il ponctue mes soirées festives et m'agresse souvent à la fois le tympan et l'envie de vivre. Mais revenons à la base. C'est quoi le karaoké? C'est quoi? Pour établir une définition précise, toujours en recherche de détails et de précision, je m'en suis remise à ma source de connaissances privilégiée, ma boussole de la langue et du savoir, le petit Robert. Mais au moment d'écrire ces lignes, j'étais confortablement assise. Ma copie du petit Robert était loin, j'avais pas le goût de me lever. Surtout sachant que mon exemplaire date de la période charnière où on transitionnait tranquillement entre le téléphone à roulette puis le téléphone à piton. J'avais le feeling que c'était pas garanti que le mot karaoké soit présent dans mon dictionnaire. Mais je suis une fille pleine de ressources, hein, puis Internet, c'est pas juste pour Facebook, Netflix, puis les films de fesses. Donc, j'ai sorti mon moteur de recherche de prédilection et j'ai cherché le petit Robert en ligne parce qu'on est en 2019. Eh bien, laissez-moi vous dire que Robert se prend pas pour un tas de marde. Pour une version téléchargeable de l'ouvrage de référence, il en coûte la coquette somme de 119 €. Hein? Et j'ai pas eu besoin de faire la conversion pour savoir que j'allais me tourner vers l'option des pauvres, le petit Larousse illustré, qui, depuis son passage au numérique, n'est plus ni petit ni illustré. Je l'ai pogné sur le torrent. Sur le dark web, le petit Robert. J'ai quand même trouvé dans le Larousse ni petit ni illustré une définition du mot karaoké et j'ai compris aussi les limites de sa gratuité. Alors, la définition va comme suit. Karaoké, nom masculin du japonais kara, qui signifie vide, et oké, qui signifie orchestration. Appareil permettant de chanter sur un fond orchestral préenregistré sur une cassette et d'obtenir simultanément une autre cassette mixée de sa voix et du fond. Divertissement individuel ou collectif consistant à chanter sur une musique préenregistrée. Une cassette. Wow! S'il y a bien une cassette que je veux pas posséder, c'est celle de mes performances de karaoké. Pour deux raisons. Premièrement, je suis pas à la base une très bonne chanteuse. Et deuxièmement, c'est bien rare que je me rends au point de chanter à plein poumon dans un micro si je suis pas au minimum un peu cocktail. Donc, on en arrive au problème majeur du karaoké, les standards de qualité. Ceux qui s'opposent aux soirées de karaoké ont un solide argument auquel il est difficile de s'opposer. Le niveau de qualité sonore peut surprendre par sa médiocrité, par son absence de mélodie ou par trop de mélodies différentes en même temps, dans des tonalités différentes, sur des rythmes différents. Tout ça sur une belle trame de fond midi. J'admets que ça peut être difficile à digérer pour l'oreille délicate et précieuse ou pour l'individu mort de l'intérieur qui a oublié comment s'amuser. Ça, c'est plus moi, c'est dans un karaoké. T'oublies de t'amuser? Non, je choisis de pas m'amuser. Tu meurs par en dedans? Souvent. Oh, j'en arrive au point où j'ai pas le choix, moi aussi, de vous révéler ma position par rapport au karaoké. Au risque de vous décevoir, mon opinion n'est pas
tranché. C'est principalement une affaire de contexte. Premièrement, si le soleil n'est pas couché, il ne peut pas avoir de karaoké. Ça, c'est non négociable. C'est le seul aspect pour lequel je suis vraiment tranchée et catégorique. Le karaoké, c'est une activité nocturne. Ensuite, pour les autres facteurs, ça dépend. Pour moi, la règle de base, c'est le plaisir. Il faut accepter que les gens faussent. C'est à mon humble avis un espace où ceux et celles qui prennent pas souvent le micro peuvent le faire, peuvent chanter, le crier que son départ leur a fait mal comme un coup de couteau dans la peau, dans la peau, dans la peau. C'est là où souvent les gens sont en désaccord avec moi. Le karaoké, selon moi, c'est pas un spectacle, c'est un exutoire. Mais au Québec, selon la Régie des alcools, des courses et des jeux, pour tenir dans son débit de boisson une soirée de karaoké, ça prend un permis de spectacle. Oui. Et on s'en souvient encore, on s'en souvient avec douleur du terrible printemps 2016 où le milieu du karaoké a été fortement ébranlé à Gatineau. Près d'une dizaine d'établissements opérant ce type de divertissement sans permis ont dû suspendre ces soirées jusqu'à l'obtention de l'autorisation requise. Des bandits. Oui, bandits à cravate. une grosse querelle, une grosse chicane entre les tenanciers compétitifs qui auraient mené l'un d'entre eux à se fâcher puis à dénoncer les autres méchants sans permis. C'est donc à ce moment-là que j'ai compris que le karaoké, c'est pas banal, c'est sérieux, on niaise pas avec ça. Alors, popcorn en main, je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai regardé Facebook se déchaîner, les pétitions circuler pour lever l'interdiction des karaokés en sol gatinois. C'est pas mêlant, un peu plus. Kevin Bacon a débarqué en ville pour convaincre M. le maire que le karaoké, c'était pas l'œuvre du diable. La situation s'est finalement calmée quand, une fois les permis obtenus, on a retrouvé les fameuses soirées karaoké dans la plupart des établissements touchés par le resserrement de la vis du règlement. N'empêche que dans le vieux hall, le paysage karaoké-esque a bien changé depuis. Il reste la taverne l'original, puis de temps en temps la brasserie de l'île qui s'y remet pour les événements spéciaux. La disparition temporaire du petit Chicago nous prive d'une soirée courue par les amateurs de karaoké pas sérieux, dont je suis. Donc, devant une telle diminution de l'offre, je me retrouve face à une réflexion très facile à résumer pour moi, qui résume mon point de vue. Le karaoké, c'est bien, mais je peux très bien m'en passer. C'est le fun, le karaoké. Ça fait beaucoup penser à la politique, par exemple. Oui. C'est un peu comme chanter la même cassette aux personnes qui veulent la même chanson. Il y a comme un petit parallèle. Un petit parallèle. Mais là, Steven, toi, dernièrement, tu es beaucoup dans les médias par rapport à la lutte. Oui. Tu es devenu un peu le porte-parole de la lutte en Outaouais. Je suis un peu ce qu'on appelle le Vince McMahon du Outaouais Fun. Oh, OK. Quand même, pas rien. Un pionnier du turnbuckle, du speedo, comme dirait Julien. Mais ouais, c'est ça. Non, je suis un passionné de lutte depuis que je suis jeune. Puis je pense que c'est ce qui fait la distinction de la lutte. Puis ce qui fait sa particularité, c'est que tout le monde a un souvenir de près ou de loin de quelqu'un ou de lui-même qui écoutait la lutte. Ouais. C'est ce qui, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais la lutte. J'étais passionné, puis un moment donné, j'ai comme perdu intérêt parce que j'ai vieilli. C'est ça. Puis là, découvert les filles, c'est ça, l'alcool. Puis ça m'a quand même ramené à la lutte. Parce que la lutte avait cette particularité d'être pro-alcool, là, mais ça, c'est un autre sujet. Comme les vieux de la vieille s'en rappellent ou pas. Mais c'est ça, donc j'étais un passionné, puis j'ai toujours été un sportif toute ma vie. Mais j'ai aussi toujours eu cette fibre théâtrale, artistique-là. Puis je pense que c'est le mix des deux qui m'a amené à être un passionné de lutte, parce que c'est à la fois des performances sportives, mais c'est surtout raconter une histoire. Ouais. C'est surtout ça, la lutte. Puis c'est ça, moi, qui m'a passionné. Puis quand j'ai terminé le hockey à l'âge de 19-20 ans, je savais plus quoi faire de tous ces muscles-là que j'avais dans mon corps. C'est gros ça sortait de partout. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour impressionner les filles autre qu'écrire des poèmes de Paulo Coelho, tu sais? Ouais. Fait que là, je cherchais une alternative. Puis la lutte, il y avait des cours qui se donnaient sur la rue Berry. Fait que je suis rentré, moi, sur la rue Berry. Maintenant, c'est une CPE. Là. Bon, c'est ça que c'est. Mais à l'époque, je suis rentré là, j'ai vu Wild Dan. Wild Dan, c'est un lutteur de la vieille époque, une légende de la lutte. Puis, il m'expliquait, dans le fond, comment ça fonctionnait pour s'inscrire sous l'odeur de l'alcool. Il m'expliquait que si je payais 80$ cash par mois, je pouvais venir m'entraîner.
C'est je trouvais tout? je trouvais que c'est une bonne deal. Je me Pas dis, depuis quand qu'on peut payer cash? Fait que là, j'ai commencé à faire de la lutte. J'en ai fait pendant 2 ans et demi. J'ai tourné un peu partout au Québec. J'ai fait Montréal. Puis, donc, pour moi, ça a été... C'était quoi ton nom de lutteur? C'était Pistola. J'étais une espèce de mauvais cowboy des temps modernes avec un chapeau à l'Undertaker puis un long trench coat noir en cuir que j'avais acheté sur la rue Maine. Tu sais, il y avait un magasin de cuir sur la rue Maine, là, proche du bar le 7-7, où est-ce qu'il y a des fungus. Et puis, donc, c'est ça. J'ai commencé la lutte puis j'étais Pistola en hommage à une chanson de Incubus sur l'album Acro Left of the Murder, pour ceux qui s'en souviennent, les gens du fédéral. C'est ça. Puis j'ai commencé à faire de la lutte, puis j'ai arrêté après 2 ans. Puis maintenant, là, j'ai reparti la Ligue Lutte 07 il y a maintenant 1 an, une ligue de lutte de Gatineau. Mais repartir une ligue, c'est quoi? Ça veut dire que t'es pas seul là-dedans, là? T'es avec l'autre monsieur. On est 3. On est 3 dans ce projet-là. Il y a moi, il y a Nicolas Dansereau qui est un lutteur. Que lui, on a commencé à faire des cours ensemble, puis lui, il a jamais arrêté. Il a jamais arrêté, puis il est maintenant un des personnages importants de la lutte au monde. Evil Uno est signé avec la All Elite Wrestling, qui est la 2e plus grosse ligue de lutte partout. Il est payé en argent américain. Ça donne une idée de son statut, là, je pense. Comparé aux autres qui sont payés en bière. Exactement. Il y en a beaucoup. Fait que c'est ça. Fait qu'on a parti ça ensemble. Puis au départ, on a juste fait un spectacle de lutte pendant le Festival Transistor, qui est pour ceux qui connaissent pas le Festival Transistor, c'est le meilleur festival après les Montgolfières. Puis c'est parce que ça, c'est quand même une autre après coche. Le fouet aussi. Ouais, mais Feu le fouet. Ceux qui, Donc c'est ça. On a décidé de partir une ligue de lutte. C'est vraiment de faire un événement, voir s'il y avait cette nostalgie-là. Est-ce que les gens se rappellent de la lutte? Est-ce que les gens ont encore cet amour-là pour la lutte? Puis on a vu que ça a fonctionné. Puis moi, ce que je trouve le plus particulier avec la lutte, pour avoir organisé des festivals et d'autres événements, je remarque que le public qui vient voir la lutte, c'est de tous âges, toutes couleurs. Il n'y a rien, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a le bon et le méchant. On aime le bon, on haït le méchant, puis ça finit là. Donc, moi, c'est ce que je trouve le plus passionnant de la lutte, c'est que c'est vraiment pour tout le monde et ça s'adresse à tout le monde. T'sais. Puis, est-ce que ça a changé l'esthétique? Est-ce que ça a évolué ou on est justement dans la nostalgie puis on peut prendre une capsule temporelle puis retourner à l'époque de notre enfance? Est-ce que ça a évolué, ça s'est raffiné? Est-ce que les enjeux ont changé? La base est là parce que je pense que ça fait partie de la nostalgie de la chose, mais il y a autant de façons d'interpréter la lutte qu'il y a de ligues de lutte. Tout le monde donne un peu sa couleur. Je pense que Théâtre de Lille, c'est pas la même chose que le Théâtre Marc-Alou. Bon, certains pensent que oui, mais ça, c'est une autre chose. Mais il y a différents théâtres. On se lancera pas là-dedans, veux-tu? Mais anyway. Fait que il y a différentes approches. Il y en a qui sont vraiment old school, qui veulent garder les vieilles mentalités, les vieux patterns de la lutte. Puis il y en a qui, au contraire, essaient de changer. Je pense qu'on le vit dans le jazz, on le vit dans les sortes de musique. Il y a des gens qui veulent garder les bases, puis il y en a d'autres qui veulent évoluer. Il y a ce clash-là, mais ce qui fait, selon moi, la beauté de la chose. Vous faites quand même plusieurs différents genres de galas. Vous avez fait le gala dehors sur la rue Laval, pas loin d'ici. Il va en avoir un autre dans le Vieux-Elmer cette fin de semaine. Dimanche, oui. Puis sinon, vos galas réguliers ont lieu dans un centre communautaire que je sais jamais comment prononcer le mot. Centre Édelou. Édelou. Elmer, Deschênes, Lucerne. Édelou. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Okay. C'est malade. L'histoire, là, moi, depuis que je connais Michel Prévost, je suis un passionné. Là. Mais c'est Édelou, c'est Elmer, Deschênes, Lucerne. Fait que c'est vraiment le mix. Comme Gatineau, c'est... Non, ça, c'est pas comme Gatineau. C'est juste Yves Ducharme qui a perdu. Mais c'est juste ça que ça veut dire. Mais est-ce que vous voyez une différence dans l'achalandage, comme entre les shows extérieurs, non seulement parce qu'ils sont gratuits, fait qu'il y a plus de monde, mais le genre de monde qui va voir ce qui était le fun du spectacle qu'on a fait ici sur la rue Laval, c'est que la majorité des gens qui étaient là n'étaient pas là pour ça. C'est des gens qui prenaient une bière sur la terrasse du 4 jeudi ou ailleurs. Il y en a qui ont réservé. Il y avait des gens qui étaient là pour ça, mais il y en avait beaucoup qui n'étaient pas là pour ça. Puis moi, c'est ces gens-là que j'aime. J'aime voir le visage de quelqu'un qui est un peu qui va juger la lutte. Bon, qu'est-ce qu'un gars en speedo huilé peut m'apporter? Et c'est surprenant à quel point ça peut être riche d'informations de l'huile sur un chest. Donc, pour moi, c'est de voir le sourire de ces gens-là. Puis on a mis une photo sur Facebook de l'événement, puis on voit ce qui s'est passé. Puis ce qui est le fun, c'est de zoomer la photo, de se rapprocher et de voir chaque visage et de compter les sourires dans les visages de chaque personne. J'ai rarement vu ça à Marchantal Toupin. C'est vraiment particulier à la lutte de voir que tout le monde a du fun
Une forme de fascination aussi pour les non-initiés. Mais surtout quand on comprend pas ce qui se passe. T'sais, on se fait raconter une histoire, puis on embarque, puis on le sait pas, on s'attendait pas à avoir du fun. C'est comme être sous, mais tu t'en allais pas là pour ça. C'est le fun, d'être un peu chaud, faire cool. Donc, je dormais une belle soirée. Moi, je m'attendais pas à ça. Mais c'est ça la lutte, c'est comme c'est ivresse de plaisir. J'aimerais ça qu'on parle de le choix de faire les 2 galas cet été dans la rue. Un sur la rue Laval, en plein cœur du Vieux-Hall, puis un qui aura lieu le 18, ce dimanche, à Aylmer, sur la principale, dans le Vieux-Aylmer. Pourquoi ces 2 choix de location-là, d'endroits? Pourquoi le Vieux-Hall et le Vieux-Aylmer? Ouais. Ben, en fait, l'objectif de faire des spectacles extérieurs, c'est surtout pour se faire connaître. Parce qu'il n'y a pas une meilleure façon. C'est beau un post Facebook puis un événement, mais il n'y a pas de meilleure façon de connaître la lutte que de le vivre. Puis je pense que pour nous, la meilleure façon, c'était d'offrir un spectacle gratuit puis que les gens puissent vivre ça, puis ensuite être accrochés et dépenser comme des fous au Santé de Loup. Là. Ça, c'est comme un peu la deuxième étape là, du projet. Mais au départ, c'était de séduire les gens. Un peu comme moi, quand je suis au Vieux-Hall. Je séduis en général. Quoi? Tu séduis? OK, excuse. Ouais, c'est à peu près les réactions que j'ai en général. Mais moi, c'est ça qui est arrivé. Ça marche. La première année à Transistor, j'avais un passeport, fait que je suis allé voir la lutte, puis j'étais un peu chaudasse, puis j'avais pas d'attente, puis j'ai adoré ça, puis là, je vais au Centre de Loup à chaque fois qu'il y en a. Ben, tu vois, ça plaît vraiment à des gens qui s'attendaient pas à ça, mais finalement accrochent, puis ça devient un spectacle. Puis nous, c'était pour ça. Puis pourquoi le Vieux-Hall, le Vieux-Aylmer? Ben, principalement parce que c'est sûr qu'il y avait l'argent pour le payer. Parce qu'à Hall, tu as été très actif, tu as fait le Fouet, tu as aidé à le Minotaur, Transistor. Est-ce que Aylmer, c'est le prochain quartier auquel tu vas faire briller ton soleil de développement? Est-ce que c'est là que tu t'en vas? Tu vas aller séduire. Ben oui, parce que en fait, moi, le Vieux-Hall, ça fait 10 ans que j'y travaille. J'ai commencé comme DJ au bistrot. Puis c'est là que j'ai fait, disons, mes classes et que j'ai vraiment compris le Vieux-Hall. Tu sais, moi, souvent, je vois des gens d'affaires là, ou des gens importants là, qui ont maintenant des jobs. Il y a une petite carte sur leur ceinture là, parce qu'ils travaillent au gouvernement. Puis je les ai vus dans d'autres contextes, disons, dans d'autres aspects de leur vie. Puis j'ai compris aussi, en travaillant avec les commerçants, en ayant fondé le Minotaur, ça m'a permis de comprendre la réalité de ces commerçants-là. Donc, j'ai été employé, j'ai été propriétaire, j'ai été aussi, simple client à la fois. Puis de fonder tous ces éléments-là, pour moi, ça m'a permis de grandir et de comprendre chaque aspect de la ville. Ouais. Et depuis que j'ai mon enfant, Paul-Émile, de 2 ans... On le salue. Salut, man, ça va? Arrête de crier. Mais... juste qu'il s'en rappelle. Puis, mais on est déménagé dans le Vieux-Aylmer principalement parce qu'on s'est cherché, parce qu'il y avait une subvention pour venir s'établir ici au Vieux-Hall. On a cherché des endroits, on n'a pas été capable de trouver. On a vraiment, sincèrement voulu s'établir ici, puis on n'a pas été capable de s'établir. Puis j'avais un ami, j'ai un ami qui habite à Aylmer, Julien Morissette, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Un réalisateur du jour. Ah ouais, OK. La saveur du mois. Là, ouais, c'est ça. Peut-être si je voyais à la face. Il y en a peut-être qui l'ont entendu c'est ça, le samedi matin. Là. C'est ça. Donc, lui, il habitait à Aylmer. Puis là, j'ai commencé à voir Aylmer. Puis là, je me suis dit, c'est vrai qu'il n'y a pas ça, la plage sur le boulevard Maloney. T'sais. Non. C'est intéressant de Aylmer, d'avoir une plage, un centre-ville où il y a une petite boulangerie, une petite boucherie, un petit restaurant, un petit café. Disons que je m'ennuyais moins de la rue Canadelle. Fait que pour moi, ça m'a donné ce goût de m'établir là. Et maintenant que j'habite à Aylmer, j'ai envie de continuer à faire briller mon soleil. Excellent. Merci beaucoup, Steven, de nous avoir si brillamment entretenu de lutte et de tes projets actuels. Pour les prochains invités, je ne sais pas si tu veux te joindre à nous. On va, je vais me joindre. Oui, tu vas te joindre à nous. Avec on va plaisir. parler de la région, de la politique, de ce qui se passe, des grands débats actuels et futurs qui nous attendent. Les petites et les grandes luttes. Les petites et les grandes luttes, en effet. Donc, autour de la table pour une discussion sur la politique locale, on a avec nous Cédric Tessier, conseiller municipal, et Maryse Gaudreault, députée provinciale. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour discuter des enjeux et des petites et grandes luttes qu'on vit aujourd'hui. Donc, pour débuter la discussion, j'aimerais ça vous entendre sur ce qui vous a motivé au tout départ à vous lancer en politique, mais surtout, est-ce que d'après vous, pour se lancer en politique, il faut avoir un petit lutteur intérieur prêt à monter aux barricades, à sauter dans le ring à n'importe quel moment? Est-ce que c'est une analogie qui s'applique à la politique? Moi, ce qui m'a motivée au tout départ de me présenter en politique, c'est
augmenter le nombre de femmes dans les milieux politiques. Ici, par exemple, en Outaouais, avant l'élection de 2011, 6 députés sur 9 étaient des femmes. Aujourd'hui, je suis la dernière. Je suis la seule femme ici en Outaouais sur les 9 députés. Comme quoi, tout n'est pas... on n'a pas encore gagné et il faut continuer cette lutte qui est à faire, qui est sans relâche. Et c'est la raison principale pourquoi je me suis présentée en politique. Et oui, je crois que Hillary Clinton l'a dit, pour être une femme en politique, il faut avoir la peau aussi résistante que celle d'un rhinocéros parce que c'est pas si simple d'être en politique active. Est-ce que vous considérez qu'en tant que femme, c'est plus difficile? Il y a des défis auxquels vous devez faire face que vos collègues masculins doivent pas rencontrer moins ou pas? Tout à fait. Je veux dire, si vous portez la même robe 2 fois, les gens vont le remarquer. Un homme peut porter le même complet 365 jours par année et il n'y a personne qui va émettre un commentaire. Si vous avez l'air fatigué, les gens vont le dire. Un homme peut avoir toutes les allures, ne jamais aller chez Glam et personne va en émettre de commentaires. Alors, oui, je crois qu'il y a un double standard par rapport aux femmes et les hommes en politique. Donc, ça vous ajoute un souci, une préoccupation? Bien, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut combattre, je crois, à tous les instants. Et pour vous, M. Tessier, qu'est-ce que vous amenez là? Moi, c'est arrivé un peu, je dirais pas par accident, mais presque. En 2013, je travaillais sur la colline à Ottawa pour un député. C'est un collègue qui m'a invité à me lancer dans la course. À ce moment-là, j'étais pas candidat ici au centre-ville, j'étais candidat dans les bourgs. Il y avait eu un déboisement sauvage d'un ravin. Il y avait des risques de glissement de terrain. À ce moment-là, la ville ne faisait pas grand-chose. Donc, c'est vraiment ça qui m'a convaincu de me lancer. Donc, on peut déjà dire, je pense que c'était pour une petite lutte. Là. C'est sûr que ce n'est pas une lutte sociale qui change la société, mais c'est une petite lutte qui m'a donné le goût de me lancer. Il n'y a pas de petite lutte, il n'y a que de petits lutteurs. En ayant 2 politiciens autour de la table, ça m'a amené à réfléchir, de mon point de vue de citoyenne, au défi que ça peut représenter de faire de la politique aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Ça peut sembler, pour moi, ça me semble... Ça doit apporter un défi supplémentaire de mon point de vue. Puis je me demande, quand on est élu par une population et cette population-là a plus que jamais de plateformes disponibles pour exprimer son opinion. Quelle place, selon vous, il faut laisser à cette voix-là? Est-ce qu'il faut toutes les écouter tout le temps? Quelle place on fait à cette voix-là, très présente? Bien, pas trop, selon moi. Dans le sens que c'est pas tout le monde qui s'exprime sur les réseaux sociaux. C'est certaines personnes, et souvent les mêmes, qu'on va retrouver à plusieurs endroits. Il y a différents forums aussi. Les commentaires des nouvelles sur les pages des médias, c'est pas nécessairement les commentaires les plus représentatifs de la société. Et c'est souvent même, je dirais, des commentaires là, assez élevés, là, qu'on peut retrouver là sur certaines pages. Oui, notamment quand il y a des articles qui parlent d'immigration ou des sujets comme ceux-là, on va retrouver des commentaires très durs, parfois même violents. Malheureusement, il y a certains médias qui font même pas de tri, ils n'ont même pas d'étiquette, ils n'ont personne qui est là pour gérer ce flux de commentaires-là. Donc moi, je laisse une certaine place, oui, aux médias sociaux, mais je pense pas que je ne crois pas que c'est nécessairement les meilleurs médias pour vraiment avoir un reflet de ce que la société pense. Et pour vous, Mme Gaudreault? Moi, j'ai une opinion un peu différente de celle de Cédric. Moi, je suis pas sur les plateformes les plus in, si on peut dire, mais je suis sur Facebook, Instagram. J'ai 5000 amis Facebook parce que c'est le maximum que je peux avoir. Mais quand même, 5000 amis qui, eux, ont des amis, des amis. Moi, je peux vous dire que les gens m'interpellent via Messenger sur toutes sortes d'enjeux et ils sont toujours super surpris de voir que c'est moi qui leur réponds. Tout ce que je publie sur mes réseaux sociaux, ce sont mes publications avec mes messages. Et ça, je crois que ça démontre qu'il y a une proximité entre les citoyens et la députée, que je sois n'importe où, n'importe quand, je suis toujours là pour les aider, les appuyer, les orienter. Et je crois que c'est un outil très précieux pour se rapprocher de nos concitoyens, pour être en phase avec ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, sur ce qui compte pour eux. Parce que si on se fie aux grands titres des médias,
c'est souvent pas très rapproché de ce que les citoyens veulent entendre, vraiment, réellement parler dans leur quotidien. Mais comme sur les médias sociaux, c'est souvent une plateforme où c'est l'opinion qui triomphe, puis qu'on ne peut pas aller vérifier le niveau d'éducation sur un sujet X ou Y de la personne qui exprime son opinion, parce que les enjeux dont vous traitez, puis les problèmes que vous devez régler, essayer de régler à tout le moins, c'est des problèmes qui sont souvent très complexes et pour lesquels il faut faire de la recherche, il faut aller s'informer très loin pour avoir une idée de la vue d'ensemble des enjeux. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de laisser beaucoup de place à ces opinions-là? Si je peux me permettre, ça fait 20 ans, moi, que je travaille au bureau du député de Hull. J'étais là avec mon prédécesseur pendant 8 ans. Je suis là depuis 11 ans. Et vous venez exactement de décrire c'est quoi le travail d'un attaché politique. C'est de la recherche, c'est de prendre le problème qui nous est soumis, qui nous est présenté, en faire sien, et puis de trouver des solutions. Et aussi faire beaucoup de pédagogie. Je suis certaine que Cédric est d'accord avec moi. Un de nos rôles principaux, c'est de faire de la pédagogie. Expliquer pourquoi les décisions sont prises et quelles sont les raisons qui militent en faveur de la décision qui a été prise. Et ça, bien, souvent, c'est escamoté par les médias, les journaux, les radios, et c'est vraiment nous qui devons appuyer sur cette pédagogie qui est si nécessaire. Les radios d'opinion, souvent, ils vont justement influencer sans savoir de quoi ils parlent. On nommera pas de nom, mais je veux dire, souvent, là, on a l'impression qu'ils sont aux premières loges, puis ils n'en ont aucune espèce d'idée de ce dont ils parlent. Moi, j'étais là en chambre quand la décision a été prise. Bien, je trouve que c'est quand même judicieux de s'adresser à nous, les élus, qui prenons les décisions, qui avons fait tout le travail en commission parlementaire pour en arriver à une décision. Merci beaucoup de cette explication-là. Ça met en lumière aussi votre point de vue, votre façon d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, selon vous, c'est toujours une bonne idée si on a un souci ou des choses avec lesquelles on n'est pas en accord ou qui nous dérangent dans notre société, de s'adresser à notre député ou à notre conseiller municipal, par exemple. Ça vaut toujours la peine. Absolument. Puis, quand tu es élu, tu n'as juste pas le choix d'être sur les réseaux sociaux. Là. C'est une obligation parce que même si je pense qu'on doit pondérer le poids qu'on donne à ces médias-là, ça reste un essentiel aujourd'hui, là, en 2019. Je continue à croire que des médias d'information, et on peut ne pas parler des médias de désinformation, mais les médias d'information ont leur rôle à jouer aussi, justement, dans l'éducation de la population. Et bien entendu, c'est le fun, les réseaux sociaux, d'un certain point de vue, parce qu'on peut communiquer directement, sans filtre, et faire passer notre message, mais des fois, c'est quand même essentiel qu'il y ait des journalistes professionnels qui s'attardent avec leur loupe à vraiment regarder qu'est-ce qu'on dit, puis des fois... Avec un souci d'analyse oui, et avec une d'objectivité. analyse, exactement. Oui, d'accord. Donc, il y a encore de la place pour le journalisme traditionnel. Oui, même si en ce moment, malheureusement, il y a une crise des médias qui fait en sorte que le sensationnalisme prend beaucoup plus de place, même dans des médias qu'on pourrait juger sérieux. On l'a vu hier, le groupe Capital Média qui fait appel au gouvernement du Québec pour une aide financière pour réussir à survivre. Donc, en ce moment, il y a une crise médiatique qui est dangereuse, d'après moi, pour la démocratie, parce qu'il y a des médias sérieux en Occident qui font une bonne job, mais que là, ils ont de moins en moins de moyens de le faire. Puis ça laisse la place à des médias qui coûtent pas mal moins cher et qui font un pas mal moins bon job. D'accord. Je veux juste rétablir le fait que je faisais beaucoup allusion tout à l'heure aux chroniqueurs, qui sont de plus en plus nombreux, des chroniques d'opinion, puis influencent énormément les citoyens. Et c'est là que la désinformation souvent se retrouve. Puis ça, il faut le dénoncer parce que moi, j'invite, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, Annie, aux citoyens, quand ils ont des questionnements, là, de se tourner vers leurs élus. Ils sont là pour ça. D'accord. Bien, on n'hésitera pas. Steven, c'est quoi ton prochain courriel que tu vas envoyer à Mme Gaudreault? Oui, mais ça me fait beaucoup penser à la culture. Le parallèle que je peux faire avec ça, c'est que des fois, il faut investir pour s'enrichir, mais différemment qu'avec de l'argent. Il y a beaucoup des médias qui font beaucoup d'argent, mais avec du divertissement. Puis il y en a d'autres qui nous apportent quelque chose. La culture, c'est la même chose. Nous, à Gatineau, on investit beaucoup dans le divertissement, mais peu dans la culture. Puis souvent, on se mélange entre les deux. Je pense beaucoup à la Maison de la Culture qui a énormément
énormément d'argent et de ressources pour offrir du divertissement qui est bon en soi, mais des fois, on oublie la culture. Puis c'est ça qui nous rend, nous, les citoyens et les artistes, riches et éduqués. Merci. Ben, je dirais ça, mais tu sais, je connais pas ça. Connais-tu ça, toi? Mais je sais pas, là. Je sais pas, je suis gêné. On parlait tout à l'heure de lutte et de votre flamme intérieure qui vous a, en quelque sorte, donné envie de faire ce saut-là, dans ce monde-là, de lutter pour les opinions. Ça vient avec tout un paquet de sujets délicats, de sujets litigieux parfois. En ce moment, sur la scène de la politique municipale et provinciale, selon vous, c'est quoi les dossiers chauds, les dossiers qui font réagir la population et qui créent certains débats, là? Bien, si je peux me permettre, sur la scène provinciale, tu l'as mentionné tout à l'heure, l'immigration, les niveaux d'immigration ont vraiment occupé l'actualité de la dernière année. Je crois que c'est pas terminé. On va continuer. C'est un enjeu de tous les instants. Et il y a aussi le projet de loi 21 sur le port des signes religieux dans l'administration publique. Ça aussi, ça a vraiment suscité... ça a fait vraiment en sorte qu'il y a des gens qui se sont exprimés avec beaucoup d'émotions, que ce soit positives ou négatives, ou des gens qui sont... totalement en accord ou en désaccord, mais tout ça pour dire que ce sont des enjeux de société et qui touchent l'ensemble des citoyens du Québec, et c'est normal que nous ne soyons pas tous d'accord, mais cette belle liberté d'expression fait en sorte que tout le monde peut s'exprimer et qu'on a besoin d'entendre les opinions de tous. Ce sont des sujets très délicats qui ne se règlent pas en un après-midi autour d'une tasse de café. C'est des débats éthiques, des questions éthiques, des questions de droits humains aussi. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération dans ce dossier-là. C'est normal que ce soit difficile de se positionner sur ces questions-là. Et au niveau municipal? Bien, la laïcité a eu des répercussions aussi au municipal. De quelle façon? Bien, à un moment donné, nous aussi, il faut qu'on applique cette loi-là, notamment pour les policiers qui sont visés par la loi. Donc, ces questions-là ont des impacts au municipal. Et, veut pas, on est près des citoyens, on entend aussi ce que les gens ont à dire. Moi, c'est un débat qui me rend très mal à l'aise en général, là. Je trouve que le gouvernement n'a pas nécessairement bien géré ce débat-là. Ah non? Non. Je pense que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis libres d'exprimer des opinions carrément racistes, xénophobes, violentes, et le gouvernement a très peu fait pour calmer le jeu. Donc, selon moi, ce débat-là, malheureusement, c'est pas super bien passé. Bon, il y a une longue historique quand même. Là, ça fait un peu plus de 10 ans que ce débat-là fait rage au Québec. Mais je dois dire que ça l'a shaké. Surtout ici, dans le Vieux-Hall, il y a beaucoup de nouveaux arrivants de plein de sortes de religions, là, pas nécessairement juste des personnes musulmanes, mais moi, je le vois au quotidien. Ces gens-là s'intègrent dans la société, là. Quand on a des soupers communautaires, des soupers de Noël, je veux dire, de Noël, là, il y a des gens de plein de religions qui viennent à ces soupers de Noël-là parce qu'ils veulent faire partie de la communauté. Les gens apprennent le français. Les enfants, là, ici, à l'École Notre-Dame, dans le Vieux-Hall, il y a des classes de francisation. Les enfants, c'est fou à quelle rapidité ils s'intègrent à la société. Moi, je suis allé dans une polyvalente où est-ce que le tiers des élèves environ venaient de d'autres pays. Montbleu? Non, moi, je suis allé à Carrefour. Carrefour. C'est un peu ça. Ouais, de l'île Montbleu aussi, il y a beaucoup de personnes immigrantes. Mais je veux dire, moi, c'est presque juste des histoires positives que j'ai vécues dans ma vie en lien avec l'immigration. Fait que ça vient me toucher, puis ça vient me choquer quand que je vois des dérives comme on a vécu là, ce printemps, des mouvements anti-immigration qu'on peut voir aux États-Unis. Parce que moi, ce que je vois sur le terrain, là, pour chaque histoire négative qu'on a pu voir dans certains médias, je n'ai vu au moins 1000 positives dans ma vie. Là. Oui, en effet, je pense que ça clôt bien la discussion sur ce sujet épineux. Puis je crois que vous avez mis le doigt aussi sur un malaise. On parle d'un débat sur la laïcité, mais on voit souvent la religion musulmane pointée du doigt. C'est souvent l'exemple qui est cité, qui est nommé. Alors,
l'idée de la laïcité qui est une question beaucoup plus ouverte que de s'attaquer ou de cibler une religion comme c'est souvent le cas dans les débats publics. Donc, c'est une partie aussi une raison qui explique un peu le malaise que beaucoup de personnes ont par rapport à ce sujet-là. Oui, puis Annie, si je peux me permettre. Oui, vous pouvez. Ici, dans le comté de Hull, on a le Centre islamique de l'Outaouais qui fait des portes ouvertes à chaque année. Oui. Puis j'invite les citoyens à aller sur le site du Centre islamique. Puis souvent, c'est de la grande méconnaissance qui fait que les gens prennent des positions si marginales. Et quand on les rencontre, les membres de cette communauté, ben, ce sont les nôtres, nos frères, nos sœurs, c'est des gens comme nous qui travaillent et tout. Alors, faudrait profiter de ce débat-là pour faire tomber les barrières puis aller à la rencontre, ouvrir le dialogue plutôt que tant de qu'à parler s'ennuyer. du Centre islamique, savez-vous qu'à chaque année, le Centre islamique d'Outaouais organise une fête lors de la fête nationale? Pour vrai? Il j'étais pas au courant de ça. invite les fidèles à venir célébrer la fête nationale du Québec tous les 24 juin. Je veux dire, c'est fou. Moi, je vous dis, là, les histoires positives que j'ai en lien avec l'immigration, les nouveaux arrivants, les gens qui s'intègrent, ça dépasse au moins 1000 fois les histoires négatives qu'on a pu voir dans certains médias. C'est ça qui m'intéresse le plus dans le débat qu'on vit là, depuis quelques années. Donc, travaillons pour changer le narratif de ce débat-là pour en tirer quelque chose de positif. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre présence et de votre générosité. Ça a été un grand plaisir de discuter de ces enjeux-là avec vous. Merci beaucoup. merci beaucoup. Alors, on va maintenant s'entretenir avec notre recherchiste et chroniqueuse Camille Boutin, qui a encore vécu une première fois mémorable en Outaouais. Qu'est-ce que tu as vécu cette semaine, Camille? J'ai eu la chance d'aller au feu d'artifice que j'avais gentiment appelé dans mon cœur les feux du casino. Oui. Mais c'est pas au casino. Non, c'est fini ce temps-là. Heureusement que je suis arrivée tôt parce que je me suis présentée au casino. Pour vrai? Oui, et le gentil portier, après m'avoir carté encore une fois, m'a dit que ça avait changé d'endroit et donc je me suis déplacée en sacrant un tout petit peu dans ma voiture, mais j'ai réussi à me rendre à bon port avant le début des gros boum-boum dans le ciel. Donc, rappelle-moi, toi, t'es recherchiste, c'est ça? Je dirais cascadeuse culturelle. Oh, OK. Ah, OK. À part sans filet. J'ai une confession à vous faire. On t'écoute. J'ai peur du feu, OK. mais comme à un autre niveau. Au point où je pourrais jamais fumer parce que je sais pas me servir d'un briquet. Au point où, quand j'étais enfant, je me cachais en dessous de la table quand ma mère mettait des chandelles / feux de Bengale sur mon gâteau. Oui. Puis j'ai peur des gros bruits aussi. Ben là, Même si mon papa est un drummer puis qu'à 3-4 ans, je pouvais m'endormir quand il jouait avec ses amis, mon cœur se serre quand il y a un véhicule d'urgence qui passe à côté de moi sur l'autoroute. J'haïs les ballons parce qu'il y a trop de chances qu'elles éclatent. Puis mon pire cauchemar s'appelle gun à pétard. Serais-tu prête à dire que t'es pas le public cible? Oui, OK. oui, mais les feux d'artifice, ça, j'aime ça. Ça me captive. Peut-être parce que ça m'oblige à lever les yeux vers quelque chose d'encore plus grand, le ciel. Ça me fascine. À mon avis, il n'y a rien de plus beau. Les couchers de soleil, les étoiles, la lune, des nuages en forme bizarre. Hier soir, j'ai été gâtée. J'avais la pleine lune juste pour moi. Puis derrière, il y avait le drapeau du Canada qui flottait fièrement sur le Parlement. Le Canada, c'est que c'est beau. ça, c'est poétique. Hey. C'était mon petit commentaire nationaliste. À tout ce spectacle-là vient s'ajouter des lumières de couleurs qui explosent dans le ciel. Comme si on avait dit au ciel que c'était Noël, puis qu'il avait eu envie de se joindre à la fête. Puis mais-en que c'est une fête, hein? Oh. Assise sur mon petit rebord de béton, j'étais squeezée entre deux filles qui faisaient des selfies et une mère anglophone avec ses deux petits gars. Ouais, classique. Personnellement, j'adore les enfants. Ils me font rire et dans le cas des feux d'artifice, je crois qu'ils ajoutent vraiment à l'expérience. Au lieu d'être scotché sur mon téléphone à prendre des photos que je pourrais de toute façon même pas utiliser pour mon feed d'Instagram, j'étais obnubilée par le petit blondinet assis à quelques centimètres de moi. Mon petit commentateur, avec son chandail trop grand, ses lunettes rondes et sa casquette de Spider-Man. Il était un peu effrayé au début, s'est dégêné assez vite, assez pour ponctuer chaque nouvelle explosion d'un « Oh! Awesome! Wow! There we go! Amazing! » Je l'aurais frappé dans la face. Après 3, moi aussi, Oh, ouais. je pense. Un bon coup de pied, là, ça replace un Spider-Man. des fois. Vous êtes mort. Pitch dans la rivière. Il était charmant. Il a aussi laissé échapper un gros mot quelque part dans tout ça, mais ça, c'est une autre histoire, puis c'est le problème de sa mère. Ouais. L'Italie était à l'honneur hier. Le rouge, le vert et le blanc, les couleurs du drapeau, me l'ont rappelé assez souvent.
J'ai quand même eu le temps de regarder autour de moi un peu aussi. Une marée de chaises de camping, de vieux coton ouaté, puis d'enfants couchés pas trop loin de leurs parents sur des serviettes de plage. Il y avait aussi Monsieur Drumstick qui courait sur le trottoir dans l'espoir de faire comme une belle passe de cash. Ouais, c'est payant, ça. Et ça sentait les oignons caramélisés. Mais ça, c'est bizarre. Puis pendant qu'une chorale italienne s'époumonnait pour la finale sur une musique d'un joyeux tragique, j'ai eu une petite pensée pour la mienne, ma petite chorale de Terrebonne, les jeunes voix des moulins. Dans laquelle... on peut pas dire ça avec du sérieux. On veut un extrait. J'ai tous les CD, je t'enverrai ça. Dans laquelle j'ai chanté pendant 10 ans. C'est fou comment un simple jet de lumière dans le ciel peut te ramener aussi loin dans tes souvenirs. C'est ça la beauté des feux d'artifice. Mon moment préféré, quand l'explosion a été tellement forte que le système d'alarme d'une des voitures dans la rue en arrière de moi s'est mis à crier. Ça m'a fait sourire. Inquiétez-vous pas pour moi, j'ai su éviter les bouchons monstres pour rentrer à la maison. Je suis pas ici depuis longtemps, mais je connais les passages secrets et les raccourcis. Oh là là! Merci, Camille. Vous, les feux d'artifice, ça génère quoi dans votre cœur? Ça génère du bonheur principalement, mais j'ai des bémols. Mais Julien, je pense que tu es allé à la quête des opinions. Je suis allé à la pêche, en effet, parce que, bon, là, je m'immisce dans votre émission à titre de réalisateur cette semaine, puis je poursuis la tradition de Jean-Denis Scott en allant voir qu'est-ce que Gatineau pense des feux d'artifice. J'ai posé la question sur la page Facebook Développons Gatineau. Les gens étaient vraiment pour les feux d'artifice. Parler sur un spotted à Gatineau. Non, mais j'aurais pu. Il y a des gens dans l'entourage qui, je vous dirais que c'est 50-50. Là, il y a des gens de la région, comme Louis-Philippe Roy, notre grand ami, qui a dit, grâce à la tune de Katy Perry, Fireworks, il est pour. Il y a des gens qui sont totalement contre les feux d'artifice. Hier, moi, j'étais à proximité des feux d'artifice. J'ai vécu de la frustration à cause d'un pont barré, que j'avais oublié, c'était les feux d'artifice. Je me suis rappelé de moi, plus jeune, qui comprenait pas les commentaires hargneux des automobilistes qui, à chaque festivité, devenaient enragés. Puis là, je me retrouvais à marcher en sacrant parce que mon parcours, mon itinéraire devait être modifié en raison d'une situation festive. Donc, je me suis rappelé que profondément, j'aime ça, les feux d'artifice. Oh, ouais, okay. Par contre, je suis très consciente que c'est très mauvais pour l'environnement. Donc, avec parcimonie. Je me dis, on devrait peut-être... Feu d'artifice avec parcimonie. Oui. Un de temps en temps, là, pas prévu. On se revoit tantôt. Un par jour. Un gros, Ouais. à la fête du Canada, au Nouvel An, mais pas 15 pendant l'été, où là, on devient un peu désabusé, puis on peut commencer à nourrir une forme d'amertume, parce que ça me semble exagéré. Mais je crois pas que les feux d'artifice doivent être bannis. Ça demeure un plaisir qui est accessible à tous, qui réunit les familles, les enfants. Il n'y a rien de plus beau que de voir qu'un enfant qui veut juste aller se coucher, qui veut juste dormir, être réveillé par les bruits violents, les yeux un peu vitreux, puis qui n'est pas sûr d'aimer ça, mais il n'y a pas le choix parce que c'est festif. Parce qu'on dit d'aimer ça. Aime on ça, dit, petit gars. oui, mais il y a quelque chose de... T'es pas supposé d'être debout à cette heure-là quand t'as 4-5 ans. C'est le fun d'être là. Il y a quelque chose de beau, de festif, mais je crois qu'il faudrait modérer nos ardeurs que d'en avoir autant pendant un été. Ça me semble exagéré. Et en effet, ça fait mal à la planète. Donc, on pourrait appeler Claude Bonhomme pour avoir un moratoire sur les feux d'artifice, comme pour les fermetures de bar. Je pense que c'est l'homme de la situation. Vraiment. Patrick, pour ou contre les feux d'artifice? Contre. Est-ce que vous vous souvenez de la première été que c'est déménagé du casino au musée de l'histoire canadienne? Oui. Non. Je pense que c'est peut-être pas la première, la deuxième soirée, il a fait super humide, le plafond atmosphérique était super bas et toute la fumée est restée dans le vieux hall. Moi, j'habitais sur Maisonneuve, on est sorti dehors, ça sentait le soufre, il y avait un brouillard épais qui tachait. C'était vraiment une scène de film, on se croyait vraiment comme dans une ville qui était bombardée. Tu trouves pas que ça nous prépare pour le pire? Ben oui, mais en même temps, les gens qui vivent déjà ça, Maud Landry en parle un peu dans son article, mais les gens qui vivent, qui se sauvent de la guerre, puis là, ils arrivent ici, c'est comme, ah oui, nous, c'est des bombes, mais des bombes le fun. C'est à quel point que c'est le fun pour eux, ou les anciens soldats qui ont des problèmes avec les bruits soudains, puis tout ça. Moi, je trouve que, justement, c'est pas accessible à tous. Je trouve que c'est un caprice de riches.
c'est un peu comme quand on fait danser des chevaux aux Olympiques. C'est un peu comme le dressage. C'est pas à ça que ça sert. Ou quand tu fais brûler des billets de sang la fin de semaine chez vous, sur le barbecue. Ben, c'est ça. Moi, je trouve que ça représente bien, représente bien qui nous sommes comme société. Tu sais, d'avoir des gros pétards dans le ciel, un gros écran de fumée avec la plèbe à 5$ en avant, pendant que les vrais sont dans les tentes VIP en train de dealer la prochaine tour à condo. Moi, je pense que pour moi, c'est ça, les grands feux du casino. C'est des pétards pour la plèbe pendant que les vrais sont en train de négocier what's next. Mais la vraie plèbe est même pas sur les chaises à 5$, elle est dans le parc à côté avec la trame sonore gratuite sur la Pour radio sur le sauver iPhone. 5$, C'est ouais. ça. Moi, je Dans suis le sur mon stationnement. balcon avec ma bière pas chère. Exact. Moi, je suis au parking des Galeries de Hall. C'est trippant, le gars. Camille Boutin, toi qui as vécu tes premiers grands feux hier, c'est toi qui as le mot de la fin dans ce débat. Tu vas trancher. Qu'est-ce que tu en penses des feux d'artifice? Ben moi, j'ai une opinion modérée, un peu plus comme Annie. Ah, mon Dieu. En 2019, on n'en veut pas des opinions Mais modérées. j'ai quelque chose de travers dans la gorge et je vais régler ça aujourd'hui. Vas-y. Moi, les gens qui se servent de l'argument écologique pour nous culpabiliser d'aimer les feux, je les trouve hypocrites. Bon. Est-ce qu'on peut s'attaquer aux vraies sources de pollution avant d'essayer de nous faire sentir comme les pires humains de l'humanité, juste parce qu'on trouve ça beau de s'émerveiller? L'espace d'une trentaine de minutes devant un spectacle coloré. Ouais. Hein? C'est simple de même. On peut-tu taper sa tête des industries puis du plastique? On peut-tu travailler à réduire notre consommation, à rendre le transport en commun abordable puis à éliminer le gaspillage alimentaire? Parce que ça m'insulte bien raide. Quand quelqu'un vient me dire que je suis une pollueuse parce que 2 fois par année, j'aime ça aller regarder des feux d'artifice. Pollueuse! Regarde, je fais ma part comme tout le monde. Je recycle, je composte, je prends le bus, j'utilise pas de lingette démaquillante, ni de Ziploc, pas de papier sarrant et j'en passe. Mais tu calisses du souffle dans le feu. Ça s'équilibre. Dans l'eau, je voulais dire, mais j'ai dit le feu. Non, mais écoute, je crois pas que Au mes montage. petites actions quotidiennes ont un impact sur l'avenir de notre planète, mais je le fais par devoir puis par respect pour les autres. À la place de chialer sur les petits citoyens qui, comme moi, font de leur mieux, va donc faire le piquette devant les usines puis d'autres industries qui payent une taxe pour polluer. Merci, bonsoir. Oh là là! C'est là, Des ça. poissons qui sont morts dans l'eau, je veux juste dire. Ah, mais il y a peut-être un lien à faire. OK, non, là, c'est bon. Dernière fois qu'on t'invite, Steven. C'était le fun au début, mais ça a mal viré. Ben, merci beaucoup, Steven Boivin, d'avoir été là. Merci beaucoup à toute l'équipe de Radio éphémère du Vieux-Hall, Camille Boutin à la recherche et à la chronique, Julien Morissette, réalisateur et grand prêtre de Transistor Média. Ah, mais wow! Francis Faubert à la technique aujourd'hui. Marie-Hélène Frenette-Assad aux commandes aux côtés de Julien Morissette de Transistor Média et Patrick Guillotte, mon co-animateur qui s'en va. Oui, feu co-animateur. Merci à toi, Annie, c'est le fun. Grand feu co-animateur. Je vais vous écouter dans mon bureau. J'espère. Bye Ben, tout le monde. À bientôt ou, parce que c'est un podcast, à éventuellement.